Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé. J'ai aussi changé de caméra et d'objectif. En fait, j'ai fait vraiment un gros renouveau, on va dire. Du coup, j'espère que cet univers un petit peu updaté de l'ancien va vous plaire. Et bien sûr, aujourd'hui, on se retrouve pour 5 histoires d'horreur terrifiantes. Comme d'habitude, ce sont des histoires qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. C'est pourquoi elles sont déconseillées aux moins de 16 ans. Et avant que la vidéo ne commence, j'ai une petite annonce à vous faire. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Rendez-vous compte les amis, on l'a fait. Je suis à présent un vrai youtubeur. Raid Shadow Legends est un jeu RPG tour par tour, totalement gratuit et captivant, où tu auras l'honneur d'affronter plus de 400 millions de joueurs dans le monde, répartis dans plus de 190 pays durant des combats en PVP, avec 3 modes impressionnants dans une arène en temps réel. Mais Julia, non, mais tu as oublié de dire que c'était un jeu mobile. Pas du tout, mon ami. Laisse-moi faire ma sponsor tranquille. Tu peux très bien y jouer sur portable ou PC, et ce sans perte de progression grâce à Plarium Play. Vous pouvez donc profiter du jeu n'importe où et n'importe quand, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui amènent leur téléphone aux toilettes. J'en fais partie. Le jeu possède plus de 700 champions totalement uniques, des graphismes époustouflants dignes d'un jeu sur ordinateur, 15 factions avec des persos très stylés comme par exemple des morts-vivants flippants, des chamans mystiques skinwalkers ou encore des chefs de guerre brutaux orques pour ne citer que. Bah que quoi? Non, juste que. Mais juste que qui? Bah juste que quoi. Cette blague vous a été présentée par Naël Franklin, vous ne savez pas qui c'est, nous non plus. Et vous devriez vous méfier. Vous pourrez aussi découvrir les 12 donjons du raid qui vous mettront à l'épreuve et qui vous permettront d'acquérir des objets incroyables. De plus, le jeu est mis à jour régulièrement et ne cesse d'évoluer et de s'améliorer pour vous offrir une expérience de jeu toujours plus impressionnante avec l'introduction de nouveaux champions. Vous pouvez acquérir Stag Knight, l'un des meilleurs champions épiques avec un habillage créé par John Tron en utilisant le code JTSkin jusqu'au 7 octobre. Pas de panique si vous êtes déjà joueur, vous pouvez tout de même obtenir le perso et son skin au travers d'événements en jeu. Profitez aussi d'un champion légendaire super badass et totalement offert, Sun Wukong, si vous vous connectez à Raid Shadow Legends pendant 7 jours différents entre le 22 août et le 23 octobre et vous recevrez en échange ce champion génial. Allez télécharger le jeu en utilisant le lien dans la description ou mon code QR pour profiter de bonus qui font plaisir et obtenir un chevalier errant. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Raid Shadow Legends après avoir téléchargé le jeu sous le pseudo Julano, c'est simple, c'est mon nom. Enfin sur YouTube c'est mon nom. Il y a des gens qui pensent vraiment que je m'appelle Julano dans la vraie vie. Et d'autres qui écrivent Juliano quand ils me recherchent sur YouTube. Je vois à travers vos âmes là ceux qui écrivent Juliano au lieu de Julano hein. Et ce que j'y vois est terrifiant. Merci à Raid Shadow Legends de soutenir la chaîne. Retour aux histoires. La première histoire est celle d'une dénommée Minnie Gray. Elle commence le 17 juin 1986 dans l'état de l'Illinois aux États-Unis. Assise dans son salon, Minnie Gray profite de sa soirée et c'est là que tout à coup, quelqu'un frappe à sa porte. Mais attention, c'est pas les petits toc-toc que tu fais quand tu vas voir ta grand-mère. Hein. L'individu derrière la porte cogne très fort et vraiment avec une violence telle qu'on a l'impression que la maison tremble. Inquiète, Minnie avance à pas de loup vers l'entrée et d'une voix faussement confiante, elle demande « Qui est-ce » À peine elle a prononcé ces mots qu'elle recommence à avoir peur et forcément elle se demande qui est derrière la porte. Ça peut être quelqu'un qui lui veut du mal, ça peut être un toxico qui a pas eu sa dose. Heureusement pour elle, vous allez voir que c'est rien de tout ça. C'est pire, non c'est pas vrai, c'est pas pire. De l'autre côté de la porte s'élève une voix qu'elle reconnaît immédiatement comme étant celle de Paula Sims, une mère au foyer de 27 ans et surtout c'est sa voisine de palier. Immédiatement, Minnie est rassurée, elle lui ouvre la porte et elle la fait entrer. Faut savoir que Paula, elle est d'un naturel assez discret et si elle est là, c'est que potentiellement quelque chose de grave s'est produit. Et malheureusement, Minnie a vu juste. Entre deux sanglots et une crise d'hyperventilation, Paula hurle « Ils ont pris mon bébé ». Perplexe, Minnie, elle lui demande de qui elle parle et c'est à ce moment-là que Paula vide son sac. Il y a à peine quelques minutes, alors qu'elle était chez elle, un homme masqué est entré sans être invité. Arme au poing, il lui a ordonné de s'allonger sans opposer de résistance. Dès que la mère fut au sol, le criminel a foncé sur le landau se trouvant à côté d'elle et s'est emparé de son bébé de tout juste 13 jours. En vraie mère lionne, Paula ne l'a pas laissé faire impunément, elle s'est redressée et l'a poursuivi sur l'autoroute. Seulement avec la nuit et le désavantage physique, elle l'a rapidement perdu de vue. Et lorsqu'elle entend ça, Minnie Gray, elle est exactement comme vous à ce moment-là, elle est scandalisée. Et aussi sûrement très effrayée par la situation. Dans quel monde vivons-nous pour qu'un enfant soit arraché des bras de sa mère, chez lui, et surtout une fillette aussi adorable que Laura Leigh Marie Sims. Ayant écouté toute l'affaire, le mari de Minnie décide d'appeler la police et en parallèle, Minnie raccompagne sa voisine chez elle, sauf qu'une fois arrivée chez sa voisine, quelque chose change. En observant les lieux,
Minnie a l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre. La maison est impeccablement bien rangée, la porte ne semble pas avoir été forcée, et même sans être inspectrice, elle commence un petit peu à douter de la version de Paula. Bon, au début, il faut savoir qu'elle n'a pas envie de juger sans preuve, donc elle appelle la police, et en moins d'une heure, les forces de l'ordre arrivent sur place. Et eux aussi, tout comme Minnie, ont de la peine à recoller les morceaux. Pourquoi un homme s'en serait-il pris à une fillette? Pourquoi est-ce que la maison est si propre que l'on peut manger par terre? Et comment le criminel a-t-il fait pour entrer dans la maison sans casser une porte ou une fenêtre? Comme vous le remarquez, tout n'est pas net dans cette histoire, et c'est un soupçon qui va encore une fois se renforcer au moment où Robert Sims, son mari, plus communément appelé Rob, franchit le pas de la porte. Dès qu'elle le voit, Paula se lève de son siège et se jette dans ses bras. Normal, c'est son mari et elle vient de vivre une expérience tout à fait traumatisante. Mais là où ça devient bizarre, c'est quand elle commence à lui parler. La première chose qu'elle lui dit, c'est « Rob, désolé de t'avoir déçu ». Pourquoi s'excuser alors qu'elle vient d'être agressée? Mais là encore, les enquêteurs peuvent mettre son comportement sur le compte de l'émotion, puisqu'il est fréquent que les parents dont les enfants ont été enlevés se sentent coupables ou aient l'impression de ne pas avoir été à la hauteur. En revanche, c'est la première fois qu'une des victimes disent ceci: tu as été déçu que Lorelei soit une fille et je t'ai déçu parce que je n'ai pas stoppé l'homme qui l'a arrêté. Autant vous dire que lorsque les policiers entendent cette phrase, leurs yeux s'écarquillent et ils commencent sérieusement à penser que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. Réalisant que la police les écoute, Rob murmure des mots à l'oreille de sa femme et immédiatement, cette dernière arrête de parler. Aux premières heures du mercredi 18 juin 1986, la police de l'Illinois est sur tous les fronts pour retrouver la petite fille Lorelei, et chiens renifleurs, officiers déployés et même avions qui survolent la zone, les policiers mettent le paquet pour retrouver la fillette. Et paradoxalement, vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas de Paula et de Rob. Alors que leur bébé de 13 jours s'est évaporé dans la nature, les deux parents sont plutôt chill. Et en fait, c'est limite comme si les policiers les dérangeaient. Et quand les policiers leur posent des questions, Paula se lance dans des sanglots inarrêtables et Rob fait semblant de ne pas avoir compris la question. À un moment donné, les policiers vont demander à Paula de les accompagner au commissariat pour y déposer sa déclaration. Et là, elle dit non. Non, vous n'avez pas rêvé, sa fillette vient de disparaître. Et elle dit non, elle refuse d'aller au commissariat pour y faire une déposition officielle. Et le plus choquant, c'est l'excuse qu'elle va donner, puisqu'elle dit aux policiers « Non, je veux être là » quand ils vont ramener son corps. Encore une fois, on peut se poser la question, sa fille n'a disparu que depuis 24 heures, et pourtant, elle parle déjà de ramener son corps, comme si son bébé était déjà décédé. Paula sent qu'elle a gaffé et essaie de se rattraper, sauf que c'est malheureusement trop tard. Ces mots effroyables sont déjà gravés dans la mémoire des policiers et ils savent que l'histoire peut potentiellement prendre une tournure bien plus horrible. Malgré toutes ces bizarreries, la police ne réduit pas ses efforts et même sans l'aide des parents, les officiers sont bien décidés à retrouver la fillette. Ah et avant que j'oublie, un autre élément très perturbant va rentrer dans l'histoire puisqu'après quelques jours de recherche, Paula et Rob vont décider d'engager un avocat pour que la police n'ait plus le droit de les interroger. Le 24 juin 1986, la police est encore chez les Sims et Rob est égal à lui-même, indifférent, voire limite agacé par la présence des officiers. À un moment donné, l'un d'entre eux demande à ses collègues si la zone boisée aux alentours a été fouillée, et c'est là qu'il remarque que Rob a une attitude très bizarre. Il avale sa salive à maintes reprises, son corps est tendu, ses yeux sont dilatés, et surtout, il essaie de les dissuader en affirmant que l'endroit est saturé de sumac venimeux. Pour les policiers, c'est un signe, et quelques minutes après être rentrés dans la forêt, les chiens aboient. Cette même journée, les policiers retrouvent le corps de la petite fillette. Elle avait seulement 13 mois et elle est malheureusement décédée. Son corps est retrouvé par terre, laissé dans la forêt, et on conclut rapidement qu'elle a été tuée par asphyxie. Peu de temps après cette découverte macabre, les Sims déménagent. Désormais, ils vivent au 1053 Washington Avenue en Alton, dans l'Illinois, et c'est dans cette maison qu'ils accueillent leur second bébé, et cette fois-ci, il s'agit d'un petit garçon baptisé Randall. Vous allez voir qu'après la naissance de leur second enfant, les Sims vont énormément se renfermer. Rob fait construire une barrière immense autour de sa maison, les portes sont constamment fermées, les rideaux tirés du matin au soir. Un an après la naissance de Randall, le couple accueille leur troisième enfant, une petite fille qu'ils vont nommer Heather. Et vous allez voir qu'un élément très étrange va faire ressurgir un cauchemar qui va tout simplement
recommencer. Le 28 avril 1989, Rob rentre du travail. En ouvrant la porte, il est accueilli par une scène horrible. Paula gît à même le sol de la cuisine, inconsciente. À l'étage, Randall dort dans son lit, mais Heather, la fillette de 6 semaines, est absolument introuvable. Immédiatement, il compose le 911, qui est le numéro de la police aux États-Unis, et une fois de plus, les Sims se livrent à un spectacle qui n'enchante personne. Comme un chien de garde, Rob colle le train des officiers qui fouillent la maison, Paula est d'une froideur à faire pâlir n'importe qui et répond de manière évasive. Un mois plus tard, et toujours sans nouvelles de leur petite fille, c'est un pêcheur qui aperçoit un sac poubelle situé dans une aire de jeu. Curieux, il décide d'y jeter un coup d'œil et il va tomber nez à nez avec le corps sans vie de Heather Sims. Elle était disparue depuis maintenant 6 semaines et elle aussi est décédée par asphyxie. Pour la police, c'en est trop. 2 bébés ne peuvent pas mourir de la même manière au sein de la même famille et par sécurité, le petit Randall est séparé de ses parents. Et en cherchant bien, les policiers vont réaliser que cette espèce de petit cercueil de fortune qui avait été fait pour Heather est en réalité un rouleau de sac poubelle et que ce même rouleau a été retrouvé chez les Sims. Pour la police, c'en est trop, ils décident d'interroger Rob. Ils font asseoir Rob et l'interrogent les yeux dans les yeux et exténué mentalement, il avoue qu'il pense que sa femme a tué leurs 2 filles. Et vous savez ce qui est le pire dans cette histoire? C'est que c'est le cas. Paula Sims a effectivement tué ses 2 filles par asphyxie et a tout mis en scène pour faire passer ça comme un cambriolage qui aurait mal tourné. Paula Sims était convaincue qu'en donnant naissance à des filles, elle décevrait son mari. Alors, elle leur donnait la vie et ensuite leur reprenait ce souffle. Le 28 octobre 2021, après plus de 30 ans en prison et 2 appels sans succès, Paula Sims est libérée du centre correctionnel de Logan. Malheureusement, le 20 juin 2015, Robert et Randall Sims sont tous les deux tués dans un accident de voiture. Les amis, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je l'ai franchement trouvé très stylée, mais surtout horrible. On est d'accord qu'une mère qui fait du mal à ses enfants, c'est genre un des trucs les moins compréhensibles possibles. Et vraiment, je pense que l'histoire est horrible parce que c'est sa mère. La deuxième histoire est radicalement différente et pourtant pas tellement. Il y est question de parents un peu spéciaux, de possession, de réincarnation et même de zombies. Notre prochaine histoire se déroule fin 2014 à Hawaï. Prenez quelques secondes pour ressentir le sable sous vos pieds et les rayons du soleil vous caresser le visage. Avouez que c'est beaucoup plus agréable que la grisaille de la ville. C'est sûrement plus agréable que là où vous habitez. Vous en faites pas, moi aussi. Et c'est dans ce cadre idyllique que nous allons rencontrer Laurie et Charles. Mariés depuis 2006, les 2 tourtereaux filent le parfait amour et avant de lier leur destin, ils ont tous les 2 eu des vies bien chargées. Avant de dire oui à Charles, Laurie a été mariée 3 fois. De ces unions, elle a un fils appelé Colby ainsi qu'une fille Taylee. De son côté, Charles a 2 enfants issus d'un précédent mariage, mais surtout, en 2013, il adopte Joshua Jackson, dit JJ, l'un de ses neveux en situation de handicap. Vous l'aurez compris, c'est une famille qui est quand même relativement grande et qui vivent très bien ensemble en parfaite harmonie, et tout ça va malheureusement changer le jour où Laurie va rencontrer un certain Chad Daybell. En 2015, Laurie, qui est un membre très actif de l'église de Jésus-Christ des Derniers Saints ou église des Mormons, se voit offrir un livre qui changera sa perception du monde. Il s'agit d'un des ouvrages de la série Holy Places, rédigé par le magnétique Chad Daybell. Laurie lit ce premier tome et dévore tous les autres. Chaque phrase, chaque ligne résonne en elle avec un écho d'une rare puissance. En 2016, Laurie, Charles et sa famille décident de retourner en Arizona et énorme coup de chance puisqu'un certain Charles Daybell décide lui aussi d'aller faire une excursion en Arizona. Pour Laurie, c'est un rêve éveillé. En vrai fangirl, elle entoure la date au marqueur rouge dans son calendrier et réserve sa place. Et vous allez voir que par la suite, quelque chose d'étrange va se produire. Lors de leur rencontre, Chad affirme à Laurie que ce n'est pas la première fois qu'il la croise et ils ont déjà été mariés dans cette vie précédente. À partir de ce moment-là, on est tous d'accord pour dire que c'est déjà un gros red flag. Peu de temps après, Charles part en voyage d'affaires et c'est là que Laurie se dit qu'elle va organiser une soirée un peu mystique avec comme invité d'honneur la vedette Chad Daybell. Face à son audience, il dit avoir vécu 31 existences différentes et ce sur différentes planètes. Mytho, mytho, mytho. Loin de s'arrêter là, Chad va commencer à classer les gens à cette soirée dans la catégorie lumière, c'est-à-dire les gentils ou fervents croyants en Jésus, et dans la catégorie obscurité qui regroupe les méchants, les adorateurs de Satan. Mais ce n'est pas tout. Quand il regarde Laurie, Chad lui dit qu'elle est un être éternel. Là, je pense que c'est la technique de drague la plus
plus étranges que j'ai vues de ma vie. Et vous allez voir que ça a plutôt bien fonctionné, puisque Chad est marié, et Lori aussi, mais cela n'empêche aucun des deux de plonger dans l'adultère. Ils participent à des podcasts ensemble, et par un tour de force incroyable, Lori invite parfois son amant à dormir chez elle. Oui, dans la maison où elle vit avec son mari et ses 2 enfants. Et pourtant, c'est un amour qui fonctionne puisqu'ils sont totalement fous l'un de l'autre. Ils sont convaincus que la fin du monde approche et que les zombies sont parmi nous. Sauf que la différence de The Walking Dead, ces derniers sont capables de garder une apparence humaine. Pas de corps en décomposition, mais une soif de sang qui les pousserait à passer à l'action tôt ou tard. Et vous allez voir que c'est en février 2019 que Lori va réellement péter un câble. Dans un accès de rage, elle hurle à son mari qu'elle n'en a plus rien à faire de lui ou de JJ, et par la suite, elle sort en claquant la porte. Durant 58 jours, elle ne donne aucun signe de vie, mais va quand même piocher 35 000 $ dans son compte. Attendez, non, excusez-moi, je reviens avec une autre information importante, il s'agit du compte commun. J'espère que quelque chose d'horrible va arriver à cette dame. À ce moment-là, Charles, il en peut plus, il en a assez. Autrefois catholique, il s'est même converti aux croyances religieuses de Lori, il l'a soutenue dans tous ses projets, il a accepté ses enfants comme les siens, mais là, c'en est trop. Sur conseil de son avocat, il demande le divorce et une ordonnance de protection. Il se rétracte en juin, convaincu qu'il peut encore sauver son mariage. Et vous allez voir que rien de tout ça n'est vraiment très important, puisque Charles est retrouvé tué par balle en Arizona. Le pire, c'est qu'il a perdu la vie entre les mains du frère de Lori. Il explique aussi que Charles était devenu incontrôlable et que c'est en se défendant qu'il l'a malheureusement tué. Récapitulation des faits. Chad et Lori vivent un amour fou, désireux de se marier pour la 8e fois, mais ils font face à un obstacle, ou plutôt à deux, leurs conjoints respectifs. En 2019, Charles fait partie du passé de Lori, et donc libre de tout engagement, il ne reste plus qu'un obstacle à faire sauter, Tammy Dumble. Et vous vous en doutez un peu, mais Tammy c'est tout simplement la femme de Chad. Alors qu'elle rentre chez elle, Tammy est attaquée par un homme masqué. Sans dire un mot, ce dernier lui tire dessus avec un fusil de paintball. Sauf que Tammy est une dure à cuire et survit à l'assaut. 10 jours plus tard, son corps sans vie est retrouvé dans son appartement. En veuf éploré, Chad se roule à même le sol, crie, implore le ciel et surtout refuse qu'une autopsie soit réalisée. Pour lui, ce n'est pas la peine, Tammy s'est couchée la veille avec une toux abominable et puis la grande faucheuse est passée. Coup de bol quand même pour Chad puisque sa femme avait contracté une assurance vie de 430 000 $. Le pauvre Chad a donc perdu sa femme mais gagné une belle enveloppe. Et à ce moment-là, Chad et Lori ont perdu leurs époux respectifs et sont à présent libres de toute union. Sans perdre une minute, les deux tourtereaux s'envolent pour Hawaï où ils se marient le 5 novembre 2019. Bon là vous allez me dire que c'est eux qui les ont tués pour avoir l'argent et pour se retrouver. Sauf qu'avant de répondre à cette question, il y a un autre problème qui est tout simplement où sont passés les enfants. En effet, il y a encore JJ et Taylee, les enfants de Lori et Charles, qui ont été vus pour la dernière fois dans un parc, plus précisément au parc national de Yellowstone, et ce en compagnie de Lori et d'Alex, leurs tontons et mères respectifs. Et ensuite, plus rien, aucune trace des deux enfants. Colby essaie de joindre sa sœur, Taylee, sans succès. Quant à JJ, sa grand-mère l'appelle, lui envoie des SMS, mais aucune réponse. Le 26 novembre, n'en pouvant plus, la mamie demande à la police d'aller frapper à la porte de Lori, et sur place, Lori apprend à la police que JJ est actuellement chez l'une de ses amies, sauf qu'en se rendant chez cette dernière, elle nie en boucle, et avoue même que Lori lui a demandé de mentir. Le lendemain, la police décide d'éclaircir l'histoire et d'aller demander plus d'informations à Lori, sauf qu'en arrivant sur place, la maison est totalement vide. Lori et Chad ont disparu. Pour les forces de l'ordre, c'est le signe qu'il est temps de fouiller un peu plus. Les policiers s'interrogent sur les conditions exactes de la mort de Tammy et une autopsie révèle plus tard qu'elle est décédée par asphyxie et non de cause naturelle. Quant à Charles, des éléments laissent à croire que Lori aurait manipulé son frère pour qu'il s'en prenne à son ex-mari. Et vous allez voir que l'histoire va réellement prendre un tournant très glauque lorsque l'on tombe sur deux cercueils qui semblent être des cercueils pour chiens, sauf qu'en les déterrant, on va tomber sur le corps des enfants de Lori. Ils sont retrouvés dans le jardin de Chad, ils ont été torturés jusqu'à ce que leur corps n'en puisse plus et ils ont ensuite été démembrés et jetés dans des tombes sauvages qu'on pensait au début être des tombeaux pour chiens. Lori et Chad sont alors arrêtés à Hawaï et ramenés aux États-Unis et lors de l'interrogatoire de Lori, elle va donner une raison très bizarre quant à pourquoi elle aurait assassiné ses enfants. Elle annonce que JJ et Taylee n'étaient plus eux-mêmes. Depuis déjà plusieurs mois, leur corps avait été possédé par des démons et ils étaient morts spirituellement et leur corps errait sur terre
tels des zombies. Et oui, c'est bien la ligne officielle de défense qu'elle a donnée aux policiers. Elle ira même plus loin en affirmant qu'elle fait partie des rares élus qui voient au-delà du spectre matériel. Après un accouchement difficile, elle aurait été en contact avec Dieu. Depuis lors, elle dit pouvoir communiquer avec le ciel et ses enfants. Et parce que sa folie n'a pas de limite, elle ira même jusqu'à dire aux policiers que ses enfants sont bien plus heureux là-haut et que JJ est devenu un adulte libre. Peut-être comptait-elle sur la religiosité extrême des Américains pour se sortir de ce mauvais pas, ou alors elle essayait de paraître folle, mais dans tous les cas, le jury n'a vu ni zombie ni illumination, juste des amants égoïstes prêts à tout pour demeurer l'un avec l'autre, et ce quitte à commettre quelque chose d'horrible. Laurie est condamné à des peines d'emprisonnement à perpétuité consécutives pour le meurtre de Tylee et de JJ et pour les complots contre Charles et Tammy. Quant à Charles, il recevra son verdict en 2024. Mais bon, vu ce qu'il a fait avec Laurie à ses enfants, je pense qu'il reverra plus jamais la lumière du jour. Les amis, nous allons à présent passer à la prochaine histoire. Et avant qu'elle commence, j'aimerais vous poser une question. Qu'ont en commun les aliens, la fontaine de jouvence, les reptiliens, des sabres de ninja et le désert du Nouveau-Mexique? A priori rien de spécial, et pourtant ils sont tous très liés à la disparition de Girly Choo. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on s'y intéresse, elle est à la fois extrêmement horrible et un peu drôle. Tout commence vers la fin des années 90 à Acaria, dans un parc aquatique situé à San Antonio au Texas. Entre plusieurs sauts de dauphins, deux étrangers se cherchent du regard dans la foule. Irrésistiblement attirés l'un par l'autre, ils se guettent au travers des vitres des aquariums et s'épient du coin de l'œil. Finalement, Diazein Osenkoft décide de faire le premier pas et d'aller aborder cette femme avec qui il se lance des regards depuis maintenant plusieurs heures. Et c'est alors que Girly Choo, 27 ans, tombe immédiatement sous son charme. Originaire de Malaisie, elle profite de ses congés pour visiter les États-Unis avec sa famille et son séjour terminé, elle pliera bagage et rentrera chez elle. Et là, je sais ce que vous allez vous dire, c'est probablement une amourette de vacances, et c'est un truc qui va pas forcément durer dans le temps, mais comparé à vous, notre ami, il a du game, et surtout, il ne va pas se laisser faire. Et pour lui, 15 000 km de différence, c'est pas grave. Une fois Girly de retour en Malaisie, il se saisit de sa plus belle plume et lui envoie des lettres d'amour. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on est en 1990, ok? Donc WhatsApp, Facebook, Messenger, ça n'existe pas. Et vous allez voir que Diazen a eu raison d'insister. Après quelques réticences, Girly quitte la Malaisie pour s'installer avec lui aux États-Unis. En 1992, il décide de se marier et elle est aux anges. Il est grand, beau et sauve chaque jour des vies en tant que médecin. Très rapidement, après son arrivée, Girly trouve un emploi de guichetière dans une banque. Sur le papier, Girly Choo vit le rêve américain. Elle a tout, la sécurité de l'emploi, un mari aimant et fortuné, une magnifique maison, mais si ça avait été le cas, elle ne serait pas dans cette vidéo. Une fois caché dans son pavillon résidentiel d'Albuquerque, Diazen devient un autre homme, ou plutôt, il laisse tomber le masque. Diazen est un menteur, un escroc multirécidiviste, imbu de lui-même, qui profite sans honte de la faiblesse des autres dès qu'il peut. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il est un brillant chirurgien thoracique diplômé de l'université de Tokyo, de Cornell Medical College et de Stanford. Alors qu'en réalité, après un bref passage à l'université, il a quitté le système scolaire sans diplôme et avec quelques échantillons du sang de ses camarades. Et gardez bien cette information en tête puisqu'elle va être très importante dans la suite de l'histoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas son seul mensonge puisque par le passé, pour rajouter un peu de piment à ses histoires, il s'est présenté comme un ancien agent de la CIA, et peut-être que pour vous c'est quasiment impossible d'y croire, mais en fait le mec est tellement bon pour raconter ses histoires qu'en fait la majorité des gens y croient sans même remettre sa parole en question. Une anecdote pour vous montrer à quel point il excellait en baratinage, il avait une croyance pour le moins étrange, il était convaincu que son sang faisait de lui une fontaine de jouvence vivante. Il était sûr qu'il suffisait qu'il injecte un peu de sang à une autre personne pour qu'elle retrouve la santé, la force et la jeunesse. Et le pire, c'est que des personnes l'ont cru et qu'ils ont accepté de se faire injecter son sang qu'il vendait comme étant un élixir. L'une de ses victimes les plus notoires est Sunny Blake, une dame âgée, assez fortunée et atteinte d'un cancer en phase terminale. Quand il la rencontre, Sunny est complètement désespérée. Elle est en train de mourir à petit feu et c'est une situation qui est difficile à accepter. Est-elle la pire des sous-races? Il arrive littéralement à la convaincre qu'il est généticien et qu'il a mis au point une substance pouvant la guérir de son cancer. Ce soi-disant remède miracle n'est rien qu'un peu de son sang mélangé à d'autres composés. Et bien évidemment, cela ne fonctionne pas. Malgré des investigations poussées,
Le FBI n'a pas réussi à collecter suffisamment de preuves pour l'inculper. Le prétendu docteur Diazen est donc libre d'aller et venir malgré ses nombreuses fraudes, et justement, un jour de 1999, il décide de profiter de sa liberté pour se rendre à une rencontre entre ufologistes. Petite précision, les ufologistes ne sont pas des scientifiques qui étudient le ciel ou les aliens, en fait c'est juste des gens qui savent que les soucoupes volantes existent ou que les aliens sont parmi nous et qu'en fait c'est le gouvernement qui nous cache la vérité. Et du coup dans chaque photo qu'on leur montre ils y voient E.T. C'est lors d'un de ces événements que Diazen rencontre celle qui deviendra sa maîtresse, Linda Hanning. Ancienne styliste, cette dernière a la ferme conviction que les États-Unis sont dirigés par des reptiliens qui masquent leur identité en portant des peaux d'humains. Et Diazen l'encouragera dans ce sens. En effet, il va se présenter à elle comme étant un reptilien qui est capable de changer sa peau pour changer d'apparence. Il est aussi capable de changer de forme et d'être à plusieurs endroits en même temps. Alors je sais pas ce qui est le plus débile, que tu arrives à vendre le fait que tu es un reptilien ou que quelqu'un te croit. Toutefois, une ombre vient rapidement obscurcir ce tableau puisque Girly se rend compte de la supercherie. Elle réalise que son mari est un menteur, un faussaire, un escroc, en plus d'être infidèle. Au moment où elle prend conscience de la réalité, elle a l'impression d'être face à un inconnu. Sauf que Girly n'est pas une femme à se laisser piétiner. Elle fait ses valises, claque la porte et demande le divorce. Très proche de ses collègues lorsqu'elle arrive au travail, elle leur raconte son histoire et elle leur dit une phrase qui va leur faire froid dans le dos. Elle leur explique que si jamais elle disparaît et qu'elle est retrouvée morte, c'est que son ex-mari l'a assassinée. Cette déclaration fait froid dans le dos aux gens autour d'elle, et pourtant, quelques jours plus tard, Girly disparaît sans laisser de traces. Le lendemain matin, quand Girly est injoignable, ses collègues paniquent. À cause de sa situation, il n'hésite pas une seconde et signale sa disparition au 911. Immédiatement, la police d'Albuquerque se met au travail. La première étape est donc la recherche de potentiels témoins. La banque dans laquelle Girly travaille est assez fréquentée, idem pour son lieu de résidence. Autrement dit, si quelqu'un s'en est pris à elle dans la rue, il y a potentiellement des témoins. Les policiers ne trouvent pas de récits de kidnapping ou d'agression violente, cependant, les voisins de Girly leur rapportent une scène absolument grotesque. La veille, ils ont aperçu Diazen en train de descendre la rue en courant. Ce qui était absolument incompréhensible, c'est que l'homme s'était tartiné le visage de graisse noire et portait des vêtements de camouflage vert forêt, un peu comme les marines qui opèrent dans les régions boisées. Une fois les témoignages collectés, la police se rend chez Girly et malgré plusieurs frappes à la porte, personne ne répond. Au vu de la situation, les forces de l'ordre obtiennent un mandat et entre chez la jeune femme. La maison est sans dessus dessous, des meubles ont été tirés à même le sol, des vases ont été cassés et clairement une lutte a eu lieu. Par ailleurs, la résidence empeste l'eau de Javel, un peu comme si quelqu'un avait essayé de faire disparaître des preuves. Heureusement, rien ne résiste au luminol. En se servant de la lumière bleutée, les policiers retrouvent des traces de sang et des analyses révéleront qu'il s'agit de celui de Girly, mais aussi de Linda, l'amante de Diazen, et aussi d'un troisième homme inconnu. Quand les officiers l'interrogent, Linda ne sait rien. Elle ne connaît pas Girly, n'a jamais mis les pieds chez elle et est surprise que son sang s'y retrouve. Elle est complètement perdue face à la situation. Dans son grenier, les policiers retrouvent ce qu'ils décrivent comme étant un sabre de ninja et en fouillant un peu, ils réalisent que ce dernier a été acheté le 10 septembre 1999 et vous l'aurez deviné, c'est pile le jour où Girly a disparu. Peu de temps après, les vêtements que portait Girly sont retrouvés enveloppés dans une bâche grise recouverte de sang. Dessus se trouve un ruban adhésif comprenant des mèches de cheveux de Linda. Pour les forces de l'ordre, à ce moment-là, il ne fait aucun doute que Linda est coupable. Et les policiers vont donc procéder à son arrestation. En parallèle, ils recherchent à mettre la main sur Diazen. Celui-ci avait plié bagage pour Charleston, en Caroline du Sud. Après plusieurs jours, l'homme est appréhendé et ramené au Nouveau-Mexique et va alors commencer un procès qui va clairement ressembler à un cirque. Alors là, il va falloir s'accrocher parce que c'est absolument horrible, mais c'est aussi complètement farfelu. Diazen explique aux policiers que le vrai meurtrier est un dénommé Bill Miller. Bill Miller est un ami qui voulait absolument tuer des humains, et ce puisqu'il se pensait en fait être un reptilien et qu'il avait besoin de tuer certaines personnes pour se préparer à ce qu'il appelle la grande extinction et qui serait nécessaire à l'émergence du nouveau monde. Et du coup, Diazen il explique ne pas savoir que sa femme était dans le plan et qu'elle faisait partie des gens qu'il avait prévu d'assassiner. Apparemment, les personnes tuées durant son sacrifice étaient tirées au hasard et le rôle de Diazen était simplement de nettoyer la scène après le massacre. Même s'il avoue avoir participé de loin au meurtre de sa femme, Diazen assure que Linda n'a rien à voir dans cette histoire. Et
quand le procureur l'interroge concernant les traces de sang retrouvées chez sa femme, il a une explication absolument horrible. Il explique que pour ses prétendues recherches, il stockait du sang humain dans le frigo et le jour J, il a pris 2 échantillons avec lui, l'une d'une femme sans nom et l'autre de Linda. Son idée était de diluer le sang avec de l'acide et de l'eau de javel pour voir si ça faisait disparaître les évidences. Sauf que pas de chance parce que, arrivé sur la scène de crime, la fiole qui n'avait pas de nom s'est brisée et n'avait que celle de Linda sur lui pour essayer de brouiller les pistes. Pour autant, alors même qu'il jure qu'il ne savait pas à l'avance que Gurley était la victime des reptiliens, Diazen n'a pas de parole tendre avec sa femme. C'est même le contraire. Quand il évoque ces dernières heures, il dit qu'elle savait qu'elle allait être chassée comme le chien qu'elle était et qu'elle a couru comme un lapin effrayé dans un champ ouvert et qu'elle savait qu'elle allait mourir. Au vu de ces paroles et de cette haine, vous pouvez déjà imaginer la torture et les atrocités que Gurley a subies durant ces dernières heures. Et vous allez voir que ça ne s'arrête pas là, puisque Linda va aussi avouer avoir participé à cette boucherie. Face à l'audience, elle affirmera que Gurley devait être tuée car elle était la reine des aliens et c'est Diazen qui lui avait enfoncé cette idée dans la tête. Linda n'est pas un être humain, c'est un vampire chat venu d'une autre planète et pour le prouver, elle montrera même ses crocs au juge. Pour résumer l'histoire très simplement, c'est bien Diazen ainsi que Linda qui ont torturé et assassiné Gurley dans sa propre maison et qui ont essayé de faire disparaître les preuves. Le problème c'est que tout ce que je vous dis depuis avant, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que c'est la déposition officielle de la police. Faut comprendre que pour eux tout ça, c'est la vérité et qu'ils pensaient vraiment qu'ils devaient enlever la vie à Gurley en la tuant de la pire des façons pour les préparer à l'apocalypse. Diazen sera condamné à la prison à vie assorti d'une peine de 61 ans. Il purge actuellement sa peine à la prison d'état de Wyoming et Linda, quant à elle, sera condamnée à 73 ans de prison. Faut aussi savoir que le corps de Gurley n'a jamais été retrouvé. Néanmoins, Linda aurait merdé lors d'un entretien et aurait laissé aux enquêteurs des informations qui portent à croire qu'ils auraient commis des actes de cannibalisme sur Gurley. Autrement dit, si on ne retrouve jamais le corps, c'est que celui-ci a été mangé. Les amis, c'est la fin de cette histoire. Je vous l'avais dit, elle est à la fois absurde et rocambolesque, mais elle est aussi absolument horrible. Il faut pas oublier que c'est un meurtre, qu'elle a souffert et que vraiment elle a été torturée, qu'elle a peut-être même été mangée. Donc c'est vraiment le plus drôle qui côtoie le pire. La prochaine histoire est celle d'Angela et de Sheila. Sheila, faut savoir que c'est la meilleure amie dont tout le monde rêve. Elle est fidèle, elle est prête à aider tout le monde dans n'importe quel moment et vous allez voir que je ne dis pas ça par hasard. Tout commence le 13 octobre 1984, alors qu'Angela rentre chez elle après une soirée arrosée. Âgée de tout juste 20 ans, l'étudiante en informatique à l'université ne dit jamais non à une sortie. Seulement au petit matin, son sommeil est interrompu. Vers environ 1h45, c'est en pleine crise de panique qu'elle contacte Ben McCoy, son petit ami. Angela craint pour sa vie. À sa porte, un parfait inconnu tambourine en lui demandant de la laisser entrer. Lorsqu'il entend ça, Ben a des frissons dans le dos puisqu'il sait que sa petite amie est seule chez elle et qu'elle a une corpulence assez frêle, donc elle ne fera jamais le poids face à un homme. Ben se demande alors qu'est-ce qu'il doit faire, il se demande si c'est un piège, et avant même qu'il puisse poser une question à sa petite amie, l'appel se coupe. Néanmoins, il est hors de question pour Ben d'en rester là, et une part de lui pressent le pire. Immédiatement, il rappelle Angela, pas de réponse, il réessaie une seconde fois, toujours rien. Ben ne réfléchit pas, il prend les clés de sa voiture, démarre et se rue chez elle. Sur place, il cogne en vain à la porte d'Angela, même en essayant de guetter par les ouvertures, il ne perçoit pas de signe de vie. Ne tenant plus en place, il compose le 911 et appelle à l'aide. Après avoir frappé brièvement à la porte, les policiers n'ont pas de réponse et décident alors d'enfoncer la porte. Et lorsqu'ils arrivent à l'intérieur, la scène qu'ils ont sous les yeux va les hanter pour le reste de leur vie. Angela est allongée sur son lit dans un état qui ne présume rien de bon. Elle a été poignardée à tellement de reprises que les murs et le sol sont jonchés de sang. Inerte, l'expression de son visage est emplie de peur et d'horreur et plus tard, des analyses prouveront même que la jeune femme a été abusée sexuellement. Malheureusement, Angela ne survivra pas à ses blessures et la même journée, les médecins la déclarent morte. Des traces ADN sont retrouvées sur son corps et sous ses ongles et au vu de la situation, il est clair qu'Angela n'est pas décédée de cause naturelle ou du fait de sa propre volonté. Quelqu'un, quelque part, est responsable de ce crime. Au début, les policiers vont forcément penser que c'est Ben qui a commis le meurtre. Toutefois, les éléments du dossier vont finalement le discréditer. Par la suite, ils ont un penchant pour Russell, un architecte de 23 ans qui faisait partie des personnes avec lesquelles Angela était sortie en boîte, et c'est là que Sheila
entrent en jeu pour la première fois. Sur le papier, Sheila et Angela ne pourraient pas être plus différentes. Sheila est introvertie alors que Angela est plutôt extravertie et sociable. Sheila souffre de dyslexie et a beaucoup de mal à l'école alors qu'Angela est très douée et est une superbe étudiante. Et pourtant, depuis leur rencontre, elles sont meilleures amies et inséparables. Sans surprise, quand Sheila apprend la nouvelle, elle s'effondre. C'est un drame, une blessure émotionnelle dont elle n'est pas sûre de pouvoir se remettre. Cependant, une fois ses larmes séchées, Sheila prend une décision. Elle trouvera le meurtrier coûte que coûte. Sheila harcèle les inspecteurs en charge du dossier et quand elle apprend qu'ils penchent pour Russell, elle leur propose de les aider. Elle leur dit que personnellement, elle n'a jamais accroché avec lui et elle le trouve un peu étrange, un peu creepy, mais en gros, elle tolérait simplement sa présence. Interrogé par la police, Russell dit avoir passé la nuit à dormir et ne s'est réveillé que le lendemain matin. Même après plusieurs interrogatoires, sa version ne change pas. Pour tenter de le piéger, les policiers demandent à Angela de l'inviter chez lui afin de le faire parler. Mais même face à son ami, Russell maintient sa version. Pour prouver ses dires, il passera même au détecteur de mensonges, lequel ira dans sa direction. Et forcé de constater qu'ils n'ont aucune preuve, les enquêteurs le laissent tranquille et il est rayé de la liste des suspects. Petit à petit, la vie reprend son cours et 4 ans après la perte de son ami, Sheila se marie, déménage dans un autre état et donne naissance à 2 filles magnifiques. Cependant, n'allez pas croire qu'elle lâche l'affaire. À intervalles réguliers, elle appelle les inspecteurs pour savoir s'il y a du nouveau. Elle poussera même le bouchon jusqu'à les inviter à son mariage pour se rapprocher d'eux. Sauf qu'avec le temps, les enfants, le mariage, la maison, elle a de moins en moins de temps à consacrer à l'enquête et finalement, elle aussi, oublie un petit peu sa meilleure amie. Et pourtant, en 2004, Sheila a eu une révélation. Alors qu'elle lit sa Bible, Angela lui apparaît. En gros, elle a une apparition qui est vraiment très vraie et très réelle, et du coup elle se dit non, je vais pas baisser les bras. Elle prend alors son téléphone et appelle le policier qui enquêtait sur l'affaire de son ami. Sauf que ce dernier va la ghoster. Ça fait 20 ans que l'affaire est terminée, il est passé à autre chose, et elle n'a pas forcément envie de revenir dessus. Et en tout, Sheila va l'appeler 700 fois. Elle commence à mener sa propre enquête, elle fouille dans les archives publiques, ressort de vieux journaux, tous les crimes qui ressemblent de près ou de loin à celui d'Angela l'intéressent. Lors d'une conversation, elle se plaint que la police de Dallas l'ignore complètement, son interlocuteur lui répond que si elle était détective privée, les policiers seraient obligés de l'écouter. C'est là que Sheila a une révélation et elle décide qu'elle va devenir détective privée. Elle va alors à l'école, passe ses examens, obtient son diplôme et devient détective privée. Malheureusement, la police n'en a rien à faire et après 2 ans à harceler les forces de l'ordre, Sheila voit enfin la lumière au bout du tunnel. Et cette dernière se rendra compte que les échantillons d'Angela sont encore intacts. Ils avaient miraculeusement survécu à une inondation survenue quelques années plus tôt. Il faudra encore attendre 2 ans pour que l'ADN du suspect soit analysé et après presque une année d'attente supplémentaire, Linda appelle Sheila et prononce 3 mots. Nous l'avons eu. L'ADN a parlé et le coupable n'est ni plus ni moins que Donald Bess, un violeur en série purgeant une peine de prison à vie pour viol aggravé, kidnapping aggravé et abus sexuels. Même s'il est derrière les barreaux, le 8 juin 2010, il est encore une fois condamné pour le meurtre d'Angela et est condamné à la peine de mort. D'ailleurs, il faut savoir qu'il est mort dans sa cellule en 2022 d'une crise cardiaque et après avoir résolu l'affaire de sa meilleure amie, Sheila a croulé sous les demandes de gens qui la voulaient en tant qu'inspecteur privé et encore aujourd'hui, elle exerce ce métier. Je trouve que l'histoire est absolument folle. Certes, il y a eu un meurtre et l'histoire est assez horrible, mais c'est ouf quand même de voir qu'avec de la détermination et en ne lâchant rien, on arrive vraiment à faire des trucs incroyables. Les amis, la dernière histoire, vous allez voir qu'elle est assez différente de d'habitude, mais j'avais envie de changer un petit peu des threads d'horreur ou des histoires true crime qu'on a l'habitude de faire, et du coup je me suis dit que j'allais clôturer la vidéo avec cette histoire, qui s'est en plus passée il y a pas très longtemps puisqu'elle s'est passée le 13 juillet 2023. À ce moment-là, Carly Russell, une jeune femme de 25 ans, entre dans l'histoire. Étudiante en soins infirmiers, elle travaille dans une entreprise située à Birmingham, à environ 16 km de Hoover, dans l'Alabama, et c'est donc chaque jour en voiture qu'elle effectue l'aller-retour qui la sépare de son domicile. Un jour, lorsqu'elle rentre chez elle, Carly assiste à une scène effarante. Sur le bas-côté de l'autoroute, un enfant de 3-4 ans marche, pieds nus et surtout tout seul. Faut savoir que l'autoroute c'est un endroit vraiment très austère et que marcher sur le bord de l'autoroute, donc là où on est censé être en sécurité, et ben en fait c'est pas safe du tout parce que même sur la rambarde de sécurité, on a une espérance de vie d'environ 10 minutes. Donc c'est vraiment très dangereux. Immédiatement, la jeune femme se rabat et sans perdre une seconde, elle prend son téléphone et appelle les secours. À ce moment-là, Carly a besoin de raconter cette histoire à quelqu'un d'autre et elle décide donc d'appeler sa belle-sœur. Sauf que là, quelque chose d'inquiétant se produit. À l'autre bout du fil, sa belle-sœur entend Carly crier, hurler, se débattre et plus rien. C'est le silence
absolue. Alors que la ligne est toujours ouverte, plus personne ne parle. Bien sûr, sa belle-sœur appelle la police, et là elle se dit que la situation commence à devenir très étrange. Non seulement à cause de la situation qui se passe sur l'autoroute, mais aussi qu'il y a un enfant, et que maintenant sa belle-sœur disparaît, et elle commence même à croire qu'il s'agit en fait d'un guet-apens, et que quelqu'un a une idée beaucoup plus machiavélique derrière la tête. Lorsque la police arrive, il voit la voiture de la jeune femme qui est là, et dans les alentours, il retrouve sa perruque, son sac à main, et son téléphone. Mais ni elle ni l'enfant ne semblent sur les lieux. Va commencer alors une chasse à l'homme d'une ampleur exceptionnelle. Il faut faire vite, les premières heures suivant la disparition sont cruciales et le bureau du shérif déploie une douzaine d'hommes sur le terrain, des bénévoles se rassemblent et aident à ratisser la zone et pour inciter les potentiels témoins à sortir de l'ombre, une récompense de 25 000 $ est offerte. Après une absence de 49 heures, Carly réapparaît sur le seuil de la maison familiale. Elle est faible, fatiguée, mais vivante. Pour la famille, c'est une effervescence et une joie absolument totale. Et une fois notifié du retour de la jeune femme, le capitaine Nick Derris arrive pour voir Carly et les policiers sont à la fois ravis et surpris. Et surtout, ils cherchent à savoir ce qui s'est passé et où est le bébé. Carly va alors raconter son périple. Lorsqu'elle s'arrête sur l'autoroute, un homme s'approche d'elle. Carly se rappelle d'un détail, il avait les cheveux teints en orange et une belle calvitie au milieu. Il lui dit avoir remarqué l'enfant et vouloir s'assurer que tout allait bien. Et là, sans crier gare, il se jette sur elle. Avec rage, il balance ses affaires par terre, la pousse dans sa voiture et Carly crie tellement fort qu'elle est entendue par sa belle-sœur à l'autre bout du fil, mais malgré sa niaque, elle ne fait pas le poids. L'homme la jette dans son véhicule, lui bande les yeux et part. Lorsque sa vision est retrouvée, Carly est dans une maison qu'elle ne connaît pas. Autour d'elle, des hommes la regardent d'un air vicieux et quelques secondes plus tard, ils l'obligent à se déshabiller et prennent des photos. Lorsqu'elle raconte l'histoire, elle est tellement sous le choc qu'elle dit ne plus se rappeler s'il y a eu des contacts sexuels. Par la suite, Carly est remise dans le véhicule et à la première occasion, elle s'extirpe de la voiture, court dans les bois et parvient à rentrer chez elle. Alors certes, ça fait plaisir de voir une histoire de kidnapping qui pour une fois se termine bien parce que ça aurait pu être horrible, sauf que, étrangement, les enquêteurs n'y croient pas une seconde. Effectivement, face aux enquêteurs, Carly raconte sa version de l'histoire, mais ceux-ci ne la croient pas. Plusieurs pièces du puzzle ne collent pas. Avant de disparaître, Carly a effectué des recherches internet sur est-il nécessaire de payer pour une alerte Amber et comment retirer de l'argent d'une caisse sans se faire prendre. Et pour les enquêteurs, ça ressemble beaucoup aux recherches de quelqu'un qui voudrait disparaître. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout. Il apparaît aussi qu'elle s'est renseignée sur les bus faisant la ligne Birmingham-Nashville au départ du 13 juillet, date de sa supposée disparition. Elle a aussi regardé à maintes reprises Taken, un film narrant l'histoire d'une femme kidnappée par des trafiquants. Plus intéressant encore, l'enfant qu'elle dit avoir vu n'apparaît sur aucune caméra de surveillance. En dehors de Carly, aucun des centaines d'automobilistes ayant emprunté ce tronçon n'a vu d'enfant. Les policiers continuent alors à l'interroger et vont découvrir le fin mot de l'histoire, puisqu'en réalité, elle n'a jamais été kidnappée. En effet, c'est grâce à l'irrégularité de ses dires et aux confrontations des policiers que Carly avoue qu'elle n'a jamais été enlevée et qu'elle a planifié et simulé un faux kidnapping. Et le pire, c'est qu'elle a tout réfléchi et qu'elle n'a jamais révélé ses réelles motivations derrière son faux kidnapping. Donc jusqu'à maintenant, on ne sait pas pourquoi elle a mis ça en place. D'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui pensent à partir et à faire un faux kidnapping, ne le faites pas, vraiment, je vous le déconseille. En effet, il y a tellement d'argent mis en jeu qu'on doit retrouver quelqu'un, il y a tellement d'enquêteurs et de policiers qui sont mis sur l'affaire que c'est juste une perte de temps et d'argent monumentale. Il faut savoir que Carly sera jugée le 11 octobre 2023. Je voulais vous faire cette dernière histoire qui sortait un petit peu de l'ordinaire et qui avait moins de gore et de trucs un peu extrêmes, histoire de pouvoir finir tranquillement les vacances. On n'oublie pas le sponsor du jour, Raid Shadow Legends. Allez télécharger le jeu si c'est pas encore fait et utilisez mon lien en description ou mon code QR pour profiter d'avantages très stylés dans le jeu. En tout cas, je vous dis bonne fin de vacances. Nous on se retrouve en septembre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé. C'était Juliano. Ciao.